Il existe des cadeaux qui ne sont pas faits pour t'enrichir, mais pour t'acheter. Certaines personnes ne donnent jamais gratuitement. Derrière leur générosité se cache parfois une dette invisible, une attente silencieuse, un droit qu'elles pensent acquérir sur toi. Machiavel comprenait une vérité dérangeante. Celui qui accepte sans comprendre l'intention du donateur risque de céder bien davantage que ce qu'il reçoit. Car un cadeau peut flatter ton ego, endormir ta vigilance et transformer progressivement ta gratitude en obéissance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 cadeaux que tu ne dois jamais accepter aveuglément, parce que chacun peut dissimuler un mécanisme psychologique capable de réduire ta liberté. Écris en commentaire « Ma liberté n'est pas à vendre ». Abonne-toi à Oasis Invisible, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car le dernier piège est probablement le plus difficile à reconnaître, celui qui ressemble exactement à une preuve d'amour. Bien avant que la psychologie moderne ne décrive la manipulation, les penseurs du pouvoir avaient compris qu'un présent pouvait devenir une chaîne. Dans l'Italie fragmentée de la Renaissance, Machiavel observait des princes, des diplomates et des familles puissantes utiliser faveurs, privilèges et présents pour créer des alliances, obtenir des loyautés et fabriquer des obligations. Le cadeau n'était donc pas seulement un objet, il pouvait devenir un instrument politique. Cette intuition rejoint un mécanisme psychologique aujourd'hui bien documenté, la réciprocité. Lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, nous ressentons spontanément une pression intérieure à rendre, remercier ou consentir. Le problème commence lorsque cette réaction humaine est volontairement exploitée. Notre époque a changé les apparences, pas le mécanisme. Invitation, opportunité, services gratuits, argent, compliments et faveurs peuvent parfois dissimuler une transaction jamais annoncée. Comprendre cette mécanique ne signifie pas devenir méfiant envers toute générosité. Cela signifie apprendre à distinguer le don qui libère de celui qui crée silencieusement une dette. Avant d'identifier les cadeaux dangereux, tu dois comprendre une règle essentielle. Le piège ne réside pas toujours dans ce que tu reçois, mais dans l'intention silencieuse qui accompagne le geste. Le premier piège de la générosité calculée est le cadeau qui arrive après un conflit non résolu. Quelqu'un t'a humilié, trahi, manipulé ou profondément déçu, puis revient soudainement avec quelque chose que tu désirais. Une montre, de l'argent, une invitation, un objet précieux, parfois même une aide dont tu avais réellement besoin. Le danger ne réside pas dans sa valeur matérielle. Il réside dans ce que ton acceptation permet d'effacer. Certaines personnes utilisent le cadeau comme un raccourci pour éviter les excuses, la responsabilité et la réparation. Elles ne veulent pas reconstruire la confiance. Elles veulent acheter la fermeture du dossier. Dès que tu acceptes, elles peuvent intérieurement considérer que la dette morale est annulée. Plus tard, si tu évoques encore leur comportement, elles retourneront leur générosité contre toi après tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà comment un objet devient une arme psychologique. Machiavel aurait observé moins le présent que le rapport de force qu'il modifie. Demande-toi donc toujours, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ce cadeau tente de remplacer? Une véritable réparation supporte la conversation, reconnaît la faute et accepte les conséquences. Un cadeau qui exige ton silence n'est pas une réconciliation. C'est un contrat dont personne ne t'a montré les clauses cachées. Le deuxième piège de la générosité calculée est le cadeau disproportionné venant d'une personne qui te connaît à peine. Une faveur immense, offerte trop rapidement, peut sembler exceptionnelle. Pourtant, lorsque quelqu'un investit beaucoup, avant qu'une relation ait construit suffisamment de confiance, observe attentivement ce qu'il cherche à accélérer. Certaines personnes savent qu'un présent coûteux produit davantage qu'un simple plaisir. Il crée une pression de réciprocité. Tu commences à penser que refuser leur prochaine demande serait ingrat. Tu accordes davantage de temps, d'accès, d'informations ou de tolérance parce que tu veux inconsciemment équilibrer la balance. C'est précisément là que commence l'emprise. Celui qui veut contourner tes frontières peut chercher à fabriquer une dette avant même de demander son remboursement. Cela existe dans les relations sentimentales, professionnelles, amicales et familiales. Le problème n'est donc jamais simplement le prix du cadeau. Observe la vitesse, le contexte et les attentes qui apparaissent ensuite. Une personne sincèrement généreuse peut entendre non sans transformer son geste en accusation. Elle ne comptabilise pas secrètement ce qu'elle t'a donné. Lorsque tu ressens que recevoir quelque chose t'oblige désormais à devenir plus disponible, plus docile ou plus permissif, comprends le signal. Tu n'as peut-être pas reçu un cadeau. Tu as reçu une avance sur ton obéissance future.
Le troisième piège de la générosité calculée est le cadeau accompagné d'une faveur que tu n'aurais jamais acceptée autrement. Le scénario semble innocent. Quelqu'un commence par t'aider, te couvrir de compliments ou résoudre un problème important. Puis, lorsque ta gratitude est installée, la véritable demande apparaît. Elle peut sembler minuscule. Garder un secret, mentir légèrement, présenter quelqu'un, transmettre une information confidentielle, fermer les yeux sur un comportement douteux. Mais observe la mécanique. La demande arrive après que ton esprit a enregistré une dette. Refuser devient psychologiquement plus difficile, parce que tu ne veux pas paraître ingrat. C'est ainsi que certaines compromissions commencent, non par une menace, mais par une faveur. Les stratèges du pouvoir comprennent que l'être humain protège instinctivement l'image qu'il possède de lui-même. Si tu te considères loyal, généreux et reconnaissant, quelqu'un peut exploiter précisément ces qualités. Ta défense consiste à séparer radicalement les transactions. Ce qu'une personne t'a offert hier ne lui donne aucun droit sur ton jugement aujourd'hui. Tu peux remercier sans obéir. Tu peux apprécier sans céder. Tu peux recevoir une aide légitime sans abandonner tes limites. Souviens-toi surtout de ceci. Lorsqu'un cadeau devient l'argument utilisé pour obtenir ton consentement, sa véritable nature vient enfin d'être révélée. Le quatrième piège de la générosité calculée est le cadeau qui te rend progressivement dépendant. Au commencement, tout ressemble à une facilité bienvenue. Quelqu'un paie régulièrement pour toi, résout tes problèmes, t'offre des ressources, ouvre des portes ou prend en charge des responsabilités que tu pourrais assumer seul. Tu apprécies naturellement ce confort. Pourtant, certaines formes de générosité possèdent une architecture cachée. Elles diminuent ton autonomie pendant qu'elles augmentent l'importance du donateur. Plus tu acceptes, plus certaines capacités s'atrophient. Tu consultes cette personne avant de décider, tu redoutes de perdre son soutien, tu modifies ton comportement pour préserver ses faveurs. Elle n'a même plus besoin de te donner des ordres. Ta dépendance commence à gouverner tes choix à sa place. Voilà une forme particulièrement subtile de pouvoir. Rendre la cage suffisamment confortable pour que le prisonnier craigne lui-même qu'on ouvre la porte. La véritable générosité renforce celui qui reçoit. Elle lui permet éventuellement de marcher seul. La générosité stratégique fait exactement l'inverse. Elle transforme progressivement une aide en nécessité. Observe donc ce que chaque cadeau produit en toi. Deviens-tu plus libre après l'avoir reçu ou davantage incapable d'avancer sans celui qui te l'offre? Un présent qui affaiblit ton autonomie finit toujours par présenter sa facture. Le cinquième piège de la générosité calculée est le cadeau offert devant témoin. Lorsqu'une personne tient absolument à ce que les autres voient ce qu'elle te donne, le véritable destinataire du geste n'est peut-être pas toi. Elle peut chercher une réputation, une supériorité morale ou une preuve publique qu'elle pourra utiliser plus tard. Le cadeau devient alors une scène. Tu dois sourire, remercier, montrer ton émotion et confirmer devant tous l'image généreuse du donateur. Refuser devient difficile, car ton refus pourrait immédiatement être interprété comme de l'arrogance ou de l'ingratitude. C'est précisément cette pression sociale qui rend le mécanisme puissant. En public, certaines personnes donnent pour contrôler le récit. Elles veulent que l'entourage se souvienne de leurs gestes lorsque surviendra un conflit. Ainsi, si tu poses plus tard une limite, elles pourront rappeler combien elles ont été bonnes envers toi. Apprends donc à observer non seulement ce qui est donné, mais la mise en scène entourant le don. La vraie générosité n'a pas besoin d'audience pour exister. Elle respecte ton droit de refuser et ne transforme pas ta gratitude en spectacle. Alors interroge-toi, as-tu déjà reçu un cadeau qui semblait généreux sur le moment avant de comprendre qu'il créait une obligation? Raconte ton expérience en commentaire. Le sixième piège de la générosité calculée est le cadeau qui exige un accès privilégié à ta vie. Certaines personnes ne cherchent pas immédiatement ton obéissance. Elles cherchent d'abord ton intimité. Elles t'offrent des opportunités, des services, des invitations ou une attention exceptionnelle, puis utilisent cette proximité pour entrer progressivement dans des espaces que tu protégeais auparavant. Elles veulent connaître tes projets, tes faiblesses, tes relations, tes habitudes, tes peurs et parfois même tes finances. Leur générosité devient une clé. Parce qu'elles t'ont beaucoup donné, tu te sens presque obligé de répondre à leurs questions, de leur ouvrir ta porte ou de leur révéler des informations personnelles. Pourtant, aucune faveur ne donne automatiquement un droit d'accès à ton monde intérieur. Plus quelqu'un connaît tes vulnérabilités,
plus cette personne possède potentiellement des leviers sur tes décisions. Cela ne signifie pas que toute curiosité dissimule une manipulation. Cela signifie que la confiance doit être construite indépendamment des cadeaux reçus. Observe particulièrement celui qui devient froid lorsque tu refuses de te confier. Sa réaction révèle parfois ce que son sourire dissimulait. Une personne généreuse respecte les frontières qu'elle rencontre. Un stratège intéressé cherche à les contourner. Protège donc ton intimité. Remercier quelqu'un ne signifie jamais lui remettre les clés de ta forteresse intérieure. Le 7e piège de la générosité calculée est le cadeau qui t'oblige à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Celui-ci est souvent le plus difficile à reconnaître, parce qu'il peut prendre la forme d'une opportunité extraordinaire. Une personne t'offre une position, un réseau, de l'argent, une protection ou une vie plus confortable. Mais progressivement apparaît une condition implicite. Pour conserver ces avantages, tu dois adopter ces valeurs, tolérer certains comportements, fréquenter certaines personnes ou abandonner une partie de tes convictions. Rien n'est demandé brutalement. La transformation se produit par petites concessions. Tu te tais une première fois, tu acceptes une deuxième fois, puis tu commences à rationaliser ce qui t'aurait autrefois dérangé. Voilà pourquoi certaines faveurs coûtent davantage que leur valeur apparente. Leur prix réel est ton intégrité. Une stratégie de domination efficace ne te demande pas toujours de te soumettre immédiatement. Elle récompense progressivement chaque renoncement jusqu'à ce que tu confondes adaptation et loyauté. Examine donc les cadeaux qui semblent t'ouvrir toutes les portes. Demande-toi toujours quelle version de toi devra continuer d'exister pour conserver ce privilège. Une opportunité qui exige que tu trahisses constamment ton jugement n'est pas une élévation, c'est une cage prestigieuse. Et certaines cages deviennent dangereuses précisément parce qu'elles sont couvertes d'or. Tu connais désormais les cadeaux qui enferment. Mais derrière eux, existe une mécanique plus profonde. Comprendre pourquoi certains donnent révèle souvent ce qu'ils désirent contrôler ensuite. La première stratégie invisible du donateur consiste à créer une dette que lui seul peut mesurer. Le piège commence lorsque la valeur réelle du cadeau devient secondaire face à sa valeur symbolique. Quelqu'un peut offrir quelque chose de relativement simple, puis agir comme si son geste lui accordait durablement une place privilégiée dans ta vie. Psychologiquement, le mécanisme exploite la norme de réciprocité. Recevoir provoque souvent le désir de rendre. Mais un manipulateur ne cherche pas nécessairement un échange équivalent. Il laisse volontairement la dette indéfinie. Ainsi, tu ignores quand tu auras suffisamment rendu. Tu deviens plus disponible, plus indulgent, plus hésitant lorsqu'il faut dire non. Le pouvoir vient précisément de cette ambiguïté. Une dette clairement définie peut être remboursée. Une dette émotionnelle sans limite peut être invoquée éternellement. Voilà pourquoi certaines personnes rappellent constamment ce qu'elles ont fait pour toi. Elles entretiennent la mémoire de leur générosité afin de maintenir ton sentiment d'obligation. Observe donc celui qui comptabilise ses faveurs longtemps après les avoir offertes. Le véritable don libère immédiatement celui qui reçoit. Le don stratégique conserve silencieusement un registre. Et lorsqu'une personne transforme constamment le passé en argument contre tes limites présentes, comprends ceci. Elle ne t'avait pas donné quelque chose. Elle avait investi dans ton comportement futur. La deuxième stratégie invisible du donateur consiste à choisir précisément le moment où ta vulnérabilité affaiblit ton discernement. Lorsque tu traverses une rupture, une difficulté financière, une période de solitude, un échec professionnel ou une crise personnelle, l'aide reçue possède naturellement une intensité émotionnelle supérieure. Tu ne vois plus seulement celui qui donne, tu vois celui qui était présent lorsque les autres avaient disparu. Cette association peut créer une loyauté profonde. Certaines personnes bienveillantes interviennent évidemment sans arrière-pensée, mais d'autres comprennent intuitivement que celui qui sauve quelqu'un au moment critique peut acquérir une influence disproportionnée sur lui. Le danger apparaît lorsque cette aide devient ensuite un argument pour obtenir proximité, fidélité ou silence. Tu entends, souviens-toi de qui était là pour toi. Cette phrase transforme progressivement la gratitude en obligation. Machiavel savait que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force, il repose aussi sur la capacité à devenir nécessaire. Lorsque quelqu'un apparaît comme ton unique solution, ton jugement peut commencer à dépendre de lui. Apprends donc à remercier sans sacraliser. Une personne peut t'avoir aidé profondément sans devenir propriétaire de tes décisions. La reconnaissance
honore un geste passé. Elle ne signe jamais l'abandon permanent de ton autonomie. Celui qui t'a relevé ne possède pas automatiquement la direction de tes prochains pas. La troisième stratégie invisible du donateur consiste à étudier tes désirs avant de t'offrir exactement ce qui désarme ta vigilance. Tout le monde n'est pas séduit par l'argent. Certains veulent de la reconnaissance, d'autres des opportunités, de l'attention, des contacts, du prestige, une protection ou simplement le sentiment d'être enfin compris. Celui qui découvre ton manque principal découvre également la porte par laquelle il peut tenter d'entrer. Voilà pourquoi les cadeaux les plus dangereux ne sont pas nécessairement les plus chers. Ce sont souvent ceux qui répondent précisément à une faim intérieure longtemps ignorée. Si tu manques de reconnaissance, quelques compliments peuvent devenir une monnaie. Si tu crains l'abandon, une disponibilité exceptionnelle peut acheter ta tolérance. Si tu recherches le statut, une invitation prestigieuse peut neutraliser ton esprit critique. La stratégie consiste à satisfaire ton désir avant de révéler le prix. Ton ego devient alors complice du piège, parce qu'il veut conserver ce qu'il vient d'obtenir. Apprends donc à connaître tes propres fins. Plus tu ignores ce qui te manque, plus quelqu'un peut utiliser ce manque contre toi. La maîtrise de soi commence lorsque tu peux regarder ce que tu désires sans devenir son serviteur. Celui qui contrôle ton désir n'a pas toujours besoin de contrôler directement tes actions. La quatrième stratégie invisible du donateur consiste à transformer progressivement le cadeau en permission d'intervenir dans tes décisions. Au début, son implication paraît naturelle. Puisqu'il t'a aidé, conseillé ou soutenu, tu acceptes qu'il donne son avis. Mais bientôt, l'avis devient insistance. L'insistance devient surveillance, et la surveillance finit par ressembler à une autorité que tu ne lui as jamais accordée. Il questionne tes fréquentations, critique tes choix, évalue tes projets et s'irrite lorsque tu décides sans le consulter. Le mécanisme psychologique est subtil. Parce que tu bénéficies de sa générosité, tu crains que ton indépendance paraisse ingrate. Tu commences alors à demander une permission déguisée en conseil. Voilà comment une faveur peut devenir un territoire politique. Celui qui finance une partie de ton confort peut finir par croire qu'il possède une partie de ta volonté. Pourtant, soutenir quelqu'un ne confère aucun droit de gouverner son existence. Observe attentivement la réaction du donateur lorsque tu prends une décision contraire à ses préférences. S'il respecte ton choix, son aide peut être sincère. S'il retire brutalement son affection, ses ressources ou son soutien pour te punir, le masque tombe. Ce qu'il appelait générosité fonctionnait comme un système de récompense destiné à orienter ton comportement sans jamais déclarer ouvertement son pouvoir. La cinquième stratégie invisible du donateur consiste à utiliser le cadeau pour contrôler la perception que les autres ont de lui. Cette manœuvre dépasse largement votre relation personnelle. Le donateur généreux construit parfois autour de lui une réputation tellement favorable que toute accusation future contre son comportement devient difficile à croire. Il aide publiquement, offre généreusement, rend des services visibles et cultive l'image d'une personne irréprochable. Puis, dans l'intimité, son comportement peut devenir entièrement différent. Voilà une stratégie redoutable. Fabriquer des témoins de sa bonté avant que quelqu'un puisse témoigner de son emprise. Si tu dénonces ensuite une manipulation, certains répondront « impossible, regarde tout ce qu'il fait pour les autres ». Sa générosité devient alors un bouclier social. Cette dynamique explique pourquoi tu dois apprendre à séparer réputation et caractère. La réputation correspond à ce que beaucoup voient. Le caractère apparaît lorsque personne n'applaudit. Ne juge donc jamais uniquement quelqu'un par la quantité de choses qu'il distribue, mais par la liberté qu'il laisse aux personnes qui lui doivent quelque chose. Et maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu confondu générosité visible et intention véritable? Écris en commentaire « J'observe ce que le cadeau cherche à acheter ». Cette phrase peut changer ton regard. La sixième stratégie invisible du donateur consiste à tester tes limites avec de petits cadeaux avant d'engager une manœuvre plus importante. Rien ne commence brutalement. Une personne intelligente observe d'abord comment tu réagis lorsqu'elle t'offre quelque chose sans raison apparente. Acceptes-tu immédiatement? Ressens-tu le besoin de rendre? Deviens-tu plus disponible après avoir reçu? Tolères-tu davantage ces intrusions? Ces détails révèlent ton rapport à la gratitude, à la culpabilité et au refus. Le premier cadeau peut donc fonctionner comme une expérience psychologique. Si tu modifies facilement ton comportement après une faveur, quelqu'un de calculateur comprend qu'il possède désormais un levier potentiel. Il augmentera progressivement la valeur de ce qu'il t'offre,
tandis que tes concessions deviendront elles aussi plus importantes. Le véritable danger réside dans cette progression silencieuse. Une frontière rarement disparaît en une seule fois. Elle recule centimètre après centimètre jusqu'au moment où tu ne reconnais plus ton ancienne position. Voilà pourquoi tu dois surveiller ton comportement après avoir reçu. Ton niveau de gratitude peut changer, mais tes valeurs ne doivent pas changer avec lui. Un cadeau sain améliore momentanément ta situation sans modifier ton droit de dire non. Si chaque faveur semble repousser légèrement tes limites, regarde attentivement, quelqu'un mesure peut-être jusqu'où ta reconnaissance peut être exploitée. La 7e stratégie invisible du donateur consiste à rendre la perte du cadeau plus terrifiante que sa possession n'était agréable. C'est ici que la générosité devient véritablement stratégique. Après t'avoir habitué à certains avantages, une personne n'a plus besoin de t'offrir davantage. Elle doit simplement te faire comprendre que tout pourrait disparaître. Soutien financier, accès privilégié, opportunité, affection, protection, statut ou confort deviennent alors des instruments de pression. Ton esprit commence à raisonner non plus selon ce qui est juste, mais selon ce que tu risques de perdre. Cette peur transforme progressivement tes décisions. Tu évites certaines paroles, certaines personnes et certains choix pour protéger les bénéfices acquis. Le donateur n'achète donc plus ton comportement avec de nouvelles récompenses. Il le dirige par la menace implicite du retrait. Voilà pourquoi l'indépendance intérieure demeure une forme redoutable de puissance. Lorsque tu es capable de perdre un avantage sans perdre ton identité, le levier disparaît. Cela ne signifie pas mépriser ce que tu possèdes. Cela signifie refuser qu'une possession devienne propriétaire de toi. Demande-toi régulièrement: qu'est-ce que je tolère uniquement parce que j'ai peur de perdre ce que cette personne m'apporte? Ta réponse révélera les endroits précis où ta liberté reste négociable. Et tout pouvoir commence exactement là. Comprendre les pièges ne suffit pas. Tu dois maintenant apprendre à refuser sans culpabilité, protéger tes frontières et empêcher la générosité intéressée de contrôler tes décisions futures. La première discipline du refus calculé consiste à imposer un délai avant d'accepter tout cadeau qui provoque immédiatement une émotion intense. Lorsqu'une offre te surprend, te flatte ou répond exactement à un besoin urgent, ne décide pas sous l'effet du soulagement. Remercie calmement, puis accorde-toi du temps. Cette distance brise un mécanisme essentiel de l'influence: l'impulsion. Plus ton émotion est forte, moins tu examines naturellement les conséquences futures. Pendant ce délai, pose-toi 3 questions simples. Pourquoi cette personne me donne-t-elle cela maintenant? Qu'attendra-t-elle probablement de moi ensuite? Serais-je encore confortable avec ce cadeau si je savais que je ne lui rendrais jamais aucune faveur? Tes réponses révèlent souvent ce que l'enthousiasme dissimulait. Une personne sincère supportera généralement ton hésitation. Celui qui cherche à créer rapidement une obligation tentera plutôt d'accélérer ta décision. Accepte, ne réfléchis pas, tu me remercieras plus tard. Cette urgence doit éveiller ta vigilance. Refuser calculément ne signifie pas soupçonner tout le monde. Cela signifie empêcher quelqu'un d'utiliser ton émotion comme raccourci vers ton consentement. Habitue-toi donc à répondre « Je te remercie, mais je veux réfléchir avant d'accepter ». Celui qui respecte ta liberté respectera également le temps nécessaire pour exercer ton jugement sans aucune pression. La deuxième discipline du refus calculé consiste à apprendre à dire non sans fournir une longue justification. Beaucoup de personnes perdent leur position précisément au moment où elles commencent à expliquer excessivement leur refus. Elles pensent qu'elles doivent convaincre le donateur que leur décision est raisonnable. Mais chaque explication supplémentaire offre une nouvelle prise à celui qui veut négocier. Si tu dis que le cadeau est trop cher, il diminuera son importance. Si tu évoques ton malaise, il tentera de te rassurer. Si tu affirmes que tu ne veux rien devoir, il promettra qu'il n'attend absolument rien. Ton refus devient alors un débat dont l'autre cherche à gagner chaque argument. La discipline consiste à rester poli, calme et bref. Je te remercie sincèrement, mais je préfère ne pas accepter. Puis arrête-toi. Le silence qui suit peut sembler inconfortable, pourtant il protège ta frontière. Tu n'as pas besoin de transformer chaque limite en procès. Une personne respectueuse acceptera ton choix même sans comprendre toutes tes raisons. Une personne manipulatrice cherchera souvent à provoquer culpabilité, colère ou embarras afin de rouvrir la négociation. Observe cette réaction sans la combattre. Elle t'apporte une information précieuse. Plus quelqu'un exige une justification pour respecter ton non,
plus tu dois comprendre que ton refus était probablement nécessaire depuis le début. La troisième discipline du refus calculé consiste à séparer consciemment gratitude et obligation. Chaque fois que quelqu'un t'offre quelque chose que tu choisis légitimement d'accepter, rappelle-toi intérieurement une règle. Remercier ne signifie pas obéir. Cette distinction paraît simple, mais elle exige une véritable discipline mentale. Ton cerveau possède naturellement tendance à vouloir équilibrer les échanges sociaux. Après une faveur importante, tu peux ressentir l'envie de rendre immédiatement, même lorsque personne ne te demande encore rien. Au lieu de laisser cette tension guider tes décisions, reconnais-la. Dis-toi clairement que tu peux apprécier le geste sans céder ton autonomie. Si une demande arrive ensuite, examine-la comme si aucun cadeau n'avait précédé. Aurais-tu accepté cette demande hier? Correspond-elle à tes valeurs? Te sentirais-tu libre de refuser si cette personne ne t'avait rien offert? Si la réponse change uniquement à cause du cadeau, arrête-toi. Ta gratitude est en train de devenir un levier. Tu peux également remercier autrement, par une parole sincère, une attention proportionnée ou une aide librement choisie. Mais ne rembourse jamais une faveur avec ton intégrité. La reconnaissance saine rapproche deux personnes sans créer de propriétaire ni de débiteur permanent. Celui qui t'offre réellement quelque chose respecte encore ton nom après avoir entendu ton merci. La quatrième discipline du refus calculé consiste à vérifier les conditions invisibles avant d'accepter une faveur importante. Lorsque quelqu'un te propose de l'argent, un voyage, une opportunité, un logement, une recommandation ou un service considérable, ne regarde jamais seulement ce que tu gagnes. Demande clairement ce que cette personne attend en retour. Cette question simple oblige les intentions ambiguës à sortir de l'ombre. Si la réponse reste vague, observe davantage. Certains diront qu'ils ne veulent absolument rien, puis introduiront progressivement leurs attentes lorsque tu seras déjà engagé. Pour te protéger, imagine donc le scénario le plus inconfortable. Si cette personne changeait demain d'attitude, pourrais-tu restituer ce qu'elle t'a donné, quitter la situation ou continuer sans elle? Plus ta sortie est difficile, plus ton niveau de vigilance doit augmenter. La stratégie consiste à préserver une porte de retrait avant même d'entrer. Ne construis jamais ton confort sur une faveur dont la disparition pourrait détruire ton autonomie. Si nécessaire, accepte moins, paye une partie, formalise les conditions ou refuse entièrement. Cette discipline peut sembler froide, mais elle protège les relations saines elles-mêmes, car elle empêche les malentendus de devenir des armes. Un accord clair préserve ta liberté. Une faveur volontairement floue laisse toujours quelqu'un réécrire les règles plus tard. La cinquième discipline du refus calculé consiste à observer la réaction provoquée par une petite limite avant d'accepter une grande faveur. Avant de laisser quelqu'un investir profondément dans ta vie, refuse occasionnellement quelque chose de mineur. Décline une invitation, reporte une proposition ou refuse simplement un petit présent. Puis, regarde attentivement ce qui se produit. Une personne équilibrée peut ressentir une légère déception, mais elle respecte ton choix. Une personne qui cherche davantage de contrôle révèle parfois immédiatement une autre facette. Insistance, culpabilisation, sarcasme, froideur, colère ou retrait soudain d'affection. Ton petit non devient alors un test extrêmement précieux. Il révèle ce que de longues conversations auraient pu cacher. Ne cherche pas à provoquer artificiellement les autres. Observe simplement leur capacité à rencontrer une frontière qu'ils n'ont pas choisie. La maturité relationnelle se mesure moins à la générosité lorsque tout va dans son sens qu'à la dignité conservée lorsqu'elle entend non. Pose-toi maintenant cette question. Combien de personnes autour de toi respectent réellement tes limites lorsqu'elles n'obtiennent rien en échange? Si cette interrogation fait remonter un visage précis, ne l'ignore pas. Le malaise peut contenir une information. Avant d'accepter davantage de quelqu'un, vérifie toujours s'il s'est déjà accepté de toi ce qu'aucun manipulateur ne supporte facilement, un refus calme. La sixième discipline du refus calculé consiste à préserver une solution indépendante lorsque tu acceptes une aide importante. Ne laisse jamais une seule personne devenir l'unique source de ton argent, de tes opportunités, de tes contacts, de ta protection ou de ton sentiment de sécurité. Plus ton existence dépend d'un seul bienfaiteur, plus ton pouvoir de refus diminue. Construis donc toujours une alternative. Si quelqu'un finance un projet, conserve une capacité minimale à continuer autrement. Si une personne t'ouvre son réseau, développe parallèlement tes propres relations. Si elle facilite ton quotidien, continue d'entretenir les compétences nécessaires pour avancer sans elle.
Cette discipline demande parfois de renoncer à une partie du confort immédiat pour protéger ta liberté future. C'est précisément ce que beaucoup refusent de faire. Ils acceptent progressivement une dépendance agréable, puis découvrent trop tard que dire non signifie désormais perdre leur stabilité. Le véritable pouvoir ne consiste pas à refuser toute aide. Il consiste à pouvoir quitter une situation lorsque son prix devient contraire à tes valeurs. Entretiens donc constamment une porte de sortie. Celui qui sait que tu peux partir possède moins de moyens pour te contrôler. Et surtout, toi-même, tu négocies différemment lorsque tu sais que ta survie ne dépend pas du sourire, de l'argent ou de l'approbation de quelqu'un. La 7e discipline du refus calculé consiste à accepter la perte plutôt que de négocier ton intégrité. Toutes les stratégies précédentes conduisent finalement à cette épreuve. Un jour, quelqu'un peut retirer son cadeau, son soutien, son affection, son accès ou ses privilèges parce que tu refuses de lui donner ce qu'il attend. À cet instant, ton véritable degré d'indépendance apparaît. Si la peur de perdre devient supérieure à ton respect de toi-même, tu céderas. Tu trouveras des excuses, rationaliseras certaines concessions et appelleras compromis ce qui ressemble pourtant à une soumission. Prépare-toi donc mentalement avant que cette situation arrive. Identifie ce que tu refuses de vendre, même contre une opportunité exceptionnelle. Détermine tes frontières lorsque ton esprit est calme, car il devient beaucoup plus difficile de les inventer sous pression. Accepte également qu'un refus puisse avoir un prix. Certaines portes se fermeront, certaines personnes deviendront froides, certains avantages disparaîtront, mais perdre ce qui exigeait ton obéissance n'est pas toujours une perte. C'est parfois le coût exact de ta liberté. La dernière discipline est donc intérieure. Entraîne-toi à préférer une difficulté choisie à un confort qui t'appartient seulement tant que tu obéis, car celui qui accepte de perdre ce qui l'enchaîne devient extrêmement difficile à acheter. Au terme de cette réflexion, retiens une vérité essentielle. Tous les cadeaux ne sont pas des preuves de bienveillance. Certains rapprochent, certains réparent, certains expriment sincèrement l'amour ou l'amitié, mais d'autres installent silencieusement une dette, une dépendance ou une obligation que tu ne découvriras qu'au moment où tu voudras dire non. Voilà pourquoi la véritable question n'est jamais seulement « qu'est-ce qu'on me donne ?», elle est aussi « qu'est-ce que cette personne espère obtenir de moi après que j'aurai accepté ?» Tu as découvert comment une faveur peut effacer artificiellement un conflit, accélérer une proximité, exploiter une vulnérabilité, acheter une réputation, tester tes frontières ou rendre la perte terrifiante. Tu as également compris que ta meilleure protection n'est pas la méfiance permanente, mais la lucidité. Prends ton temps, observe le contexte, clarifie les conditions. Sépare gratitude et obligation. Préserve toujours une porte de sortie. Et surtout, apprends à supporter l'inconfort de dire non. Car celui qui ne supporte pas de décevoir devient facile à contrôler. Machiavel nous rappelle indirectement que le pouvoir se cache souvent moins dans ce que quelqu'un possède que dans ce dont les autres dépendent. Alors protège ton autonomie avant de protéger ton confort. Un cadeau véritable peut entrer dans ta vie sans exiger que ta liberté en sorte. Si quelqu'un retire sa générosité dès que tu poses une limite, remercie intérieurement cette limite. Elle vient de révéler le contrat caché. Si cette vidéo t'a donné une nouvelle manière d'observer les relations humaines, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui doit entendre ce message et abonne-toi à Oasis Invisible. Puis garde cette question avec toi, quel cadeau accepterais-tu encore aujourd'hui si tu savais exactement ce qu'il pourrait te coûter demain ?